Donc rebonjour du coup. Je vais vous représenter rapidement. Je m'appelle Clément Bolin. Je suis actuellement Cloud Engineer chez Teads depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qu'on a réalisé ces derniers mois. Donc, contrairement aux autres speakers, j'ai découvert l'IA et même la Generative AI de manière générale il n'y a que quelques mois, il y a à peu près 3 mois et demi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Helios. Donc c'est un produit qu'on a mis en place dans l'équipe infrastructure. Mais avant de vous expliquer un petit peu ce que c'est, je vais vous donner un petit peu de contexte sur comment est-ce qu'on fonctionne à Teads. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de notre organisation. On fonctionne avec un système de feature team et de core team. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà ce système d'organisation à main levée. Oh bah c'est nickel. Oh, on va apprendre plein de choses aujourd'hui. On va apprendre beaucoup de choses. Alors du coup, une feature team, elle va être là pour développer de la valeur business. Donc c'est-à-dire que leurs clients seront des clients externes à l'entreprise. À l'inverse, une core team va être là pour développer de la valeur technologique au fil des sprints. Donc leurs clients vont être les membres de votre organisation. Donc par exemple pour l'équipe infrastructure, leurs clients vont être les développeurs des feature teams. Maintenant qu'on a un petit peu de contexte sur le fonctionnement de l'organisation, je vais vous donner un petit peu de contexte sur le fonctionnement de notre infrastructure à Teads. Aujourd'hui, à Teads, on travaille sur 2 cloud providers principalement, qui sont AWS et GCP. On utilise en majorité AWS et GCP principalement pour leurs features autour de BigQuery, pour la partie justement Big Data. On a aussi un monorepo, du coup, qui s'appelle Teads Infrastructure, qui est configuré avec du Terraform. Donc, en gros, tout le code que vous allez trouver dessus, c'est du code Terraform. Pour ceux qui ne connaissent pas Terraform, c'est un langage de programmation qui va vous permettre de configurer des services cloud, dans notre cas, as code. Ce qui nous permet d'avoir justement une trace de code pour déployer et configurer notre infrastructure plutôt que de passer par les UI de AWS et GCP. Information aussi un petit peu importante sur ce repository-là, c'est un monorepo qui est utilisé par toutes les équipes de Teads. Actuellement, ce repo a 2 ans. Il y a à peu près 16 000 commits dessus. Il y a à peu près 190 contributeurs différents, ce qui donne en moyenne une centaine de commits par semaine qui sont mis en production avec 45 développeurs différents qui contribuent à la codebase. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on va arriver à notre problématique. Pour ceux qui l'auraient deviné, notre problématique a été de comment maximiser l'autonomie des développeurs sur notre infrastructure as code. Vous vous en doutez, tous les développeurs de Teads n'ont pas la même expérience sur la partie cloud, sur la partie Terraform et sur l'infrastructure de manière générale. Ce qui est totalement normal. On ne va pas demander aux membres d'une feature team d'avoir autant d'expérience que les membres de l'équipe infrastructure. Maintenant qu'on a du contexte, une problématique, il nous a fallu trouver et développer une solution. De là est né Helios. Helios, qu'est-ce que c'est? Ce que je vais vous présenter, c'est son fonctionnement, tout d'abord. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où un développeur a besoin de faire un changement sur notre infrastructure? Il va développer du code, qu'il va ensuite pousser sur une pull request sur GitHub. Cette pull request va nous déclencher une pipeline de CI/CD qui va exécuter des tests et afficher à l'utilisateur les changements qui vont être importés sur notre infrastructure. Pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs sur ce domaine-là, on utilise un outil qui est très proche de Atlantis. Pardon. On va imaginer dans ce cas-là qu'une erreur a été trigger au moment de la CI. Ce qui va se passer, c'est que GitHub va notifier notre API Helios, qui est hébergé du coup sur notre infrastructure. Et Helios va récupérer tout le contexte lié à la pull request. C'est-à-dire, il va récupérer la description de la pull request, donc c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a fait ces changements, les code change, donc les fichiers qui ont été modifiés, et enfin, le contenu de l'erreur.
Ces informations-là, il va les envoyer à un agent qu'on a appelé l'explainer. Toujours pour essayer de simplifier les choses, on va imaginer dans ce cas-là que cet agent qui s'appelle l'explainer est un développeur. Ce développeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer toutes ces informations. Il va ensuite s'aider de la base de connaissances. Pareil, la base de connaissances, dans notre cas, on va imaginer que c'est la documentation interne de l'entreprise. Et il va s'en servir, du coup, pour vous sortir une output qui sera l'explication de l'erreur. Ensuite, cet output sera envoyé à un autre agent, donc à un autre développeur, qu'on a appelé le solver. Celui-là, il va récupérer du coup l'explication de l'erreur. Pareil, requêter notre base de connaissances pour pouvoir récupérer du contexte. Et ensuite, nous générer une output qui correspondra aux modifications que vous pourrez apporter pour résoudre votre problème. Dans ce cas-là, vous voyez aussi qu'on a deux agents. Une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas fait un seul agent, donc en gros avoir un seul développeur qui aurait fait à la fois l'explication et la résolution du problème. C'est parce qu'on a de meilleurs résultats quand on a des développeurs, du coup, pour garder l'analogie, qui sont responsables que d'une seule tâche. C'est pour ça qu'on a préféré du coup faire une partie explication et une partie solution. Maintenant qu'on a expliqué un petit peu le workflow, on va commencer à détailler un petit peu le fonctionnement des agents. Oula, ça passe un petit peu vite. Ça passait même très vite. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on a utilisé déjà comme outil? On a utilisé un outil qui s'appelle Bedrock. C'est un service AWS. Là encore, est-ce qu'à main levée, il y a des personnes qui connaissent cet outil? Ok. Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde. Je suis sûr que je m'attendais à un peu plus de monde du coup. Bedrock, c'est un service AWS managé qui vous permet d'itérer et d'innover très rapidement sur tous les sujets autour de la Generative AI. On s'est aidé de 3 fonctionnalités, principalement en tout cas pour Helios, qui sont leur création d'agents, la création de knowledge base. Donc pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs sur le domaine de la Generative AI, leur nom de service knowledge base correspond au système de RAG. RAG, c'est l'acronyme de Retrieval Augmented Generation. Et enfin, aussi, du coup, les larges modèles, donc ils ont un catalogue de modèles que l'on peut utiliser pour tous vos projets Generative AI. Donc de mémoire, il y a les modèles méta, donc les LMA2, il y a les modèles anthropiques et les modèles... alors il y a même le modèle AWS qui s'appelle Titan, mais qui n'est pas encore disponible, qui le sera dans les prochains mois. Et du coup, dans notre cas, on a utilisé le modèle anthropique à la version 2.1. Maintenant qu'on a un petit peu expliqué ce qu'était Bedrock, on va passer vraiment à la configuration de nos agents. Dans cette explication, je vais juste vous parler d'un seul agent qui est l'explainer. Vous en faites pas, la configuration du solver et de l'explainer sont quasiment identiques. L'explainer, du coup, ce que vous pouvez voir ici, c'est son prompt. Donc c'est une partie du prompt, vous allez voir, il est très très long. Donc déjà, on va définir ce qu'est un agent. Un agent, c'est un modèle LLM qui est capable d'exécuter des actions. Un exemple d'action, on pourrait se dire, maintenant j'ai envie que tu envoies un message sur Slack. Dans notre cas, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est donner du contexte à notre agent, lui expliquer qui il est. Donc on va lui expliquer que c'est un agent Terraform qui est expert en cloud engineering, expert en infrastructure sur les cloud providers qui sont AWS et GCP, et qu'il va devoir nous fournir une explication à partir d'une erreur Terraform. Ensuite, on va définir les actions qu'il va pouvoir réaliser. Il n'y en a qu'une seule qui est disponible pour Helios, qui s'appelle Search Query. Cette action correspond au fait qu'il puisse aller chercher des informations pour étayer son prompt dans une base de connaissances. Vous en faites pas, on reviendra sur ce qu'est une base de connaissances, comment ça fonctionne sur Bedrock dans les slides suivantes. On aurait très bien pu imaginer, pour avoir un autre exemple, une action qui s'appelle du coup toujours send Slack message, par exemple, où l'utilisateur, du coup le développeur, aurait pu dire j'aimerais que tu m'envoies un message pour me pinguer une fois que tu auras généré la réponse, par exemple.
Et du coup, ce qui se serait passé, c'est que les actions du coup sur Bedrock, ce sont des lambda functions sur AWS qui vont être exécutées directement par votre agent Bedrock. Une fois qu'on a défini les actions, on va passer à la définition de la sécurité. La sécurité sur Bedrock, c'est un point très intéressant par rapport à leurs concurrents parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, il est capable de détecter si l'utilisateur essaye de faire une action frauduleuse par rapport au rôle et aux policies IAM. Est-ce que déjà les policies IAM, ça vous parle? Ok. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, vous pouvez voir ça comme les définitions des actions que vous pouvez réaliser sur l'infrastructure AWS. Ok. Donc, pour cet exemple, on va faire très simple. On va imaginer que quelqu'un a réussi à se connecter à l'agent et lui fasse une requête en lui demandant j'aimerais que tu m'expliques la configuration d'un service que l'on va appeler A. Ce service A, normalement, est accessible uniquement en tant qu'administrateur. Le prompt va être envoyé, Bedrock va exécuter la requête, il va vérifier que l'utilisateur est bien un administrateur, ce qui n'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, il va lui renvoyer une erreur. Dans le cas inverse, bien entendu, si j'avais été administrateur et que j'avais fait la même requête, Bedrock m'aurait bien renvoyé du coup l'information de configuration du service A. J'ai oublié de vous préciser, mais les 3 parties de prompt que vous avez vues juste avant, ce n'est pas moi qui les ai écrites. Elles ont été générées par Bedrock par rapport à la configuration qu'on a fait au niveau de l'UI. Vous en faites pas, il y aura une démo. Ça, je pense que ça alignera tous les points que vous êtes en train de vous créer en tête. Et enfin, du coup, la dernière partie du prompt, qui est la partie que l'on a générée, c'est la question avec le contenu, comme l'erreur, la description de la pull request, et bien entendu les fichiers qui ont changé. Et la dernière partie, donc, qui sont les 2 lignes que vous voyez tout en bas, elles correspondent, en fait, c'est ce qu'on demande à l'agent de formater son output d'une certaine manière, parce qu'on va la réutiliser dans un autre programme pour formater la réponse et la rendre un peu plus jolie et user-friendly au développeur quand on lui affichera. Maintenant qu'on a vu à peu près comment était configuré un agent, on va parler un petit peu de knowledge base, ou de RAG, pour ceux qui préfèrent. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai découvert la Generative AI il y a à peu près 3 mois et demi. Donc du coup, j'ai très peu de connaissances, encore plus sur la partie Data Store RAG, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ce qui a été très cool et ce qui nous a aidé à itérer très vite, c'est que le système de RAG sur Bedrock, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste des buckets S3 dans lesquels vous allez pousser des données. Ces buckets S3 vont être synchronisés avec une base de données vectorielle. Et du coup, c'est ce qui va créer ensuite votre base de connaissances. Que votre agent va du coup pouvoir requêter pour avoir plus de contexte, pour avoir une réponse du coup qui est plus en adéquation avec ce que vous attendez, bien entendu. Bien entendu, cette base vectorielle, elle est capable de s'auto-synchroniser. Donc, dès que vous poussez des nouveaux items dans ce bucket S3, la base vectorielle se met à jour, donc votre base de connaissances aussi. Ce qui est très intéressant dans notre cas, forcément, parce que comme je vous l'ai dit, on a à peu près 100 commits qui sont poussés en production chaque semaine. Donc, on a un repository qui évolue énormément. Maintenant, on va passer à la petite partie démo de la partie UI de Bedrock. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, on est sur la partie création d'un agent. Donc là, ici, ce que je suis en train de faire, c'est de configurer le modèle que je veux utiliser pour mon agent. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle anthropique. Et je vais aussi lui donner du contexte sur qui il est, son rôle. Ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que ça soit un excellent cloud engineer, qu'il soit très bon avec Terraform, et qu'il est capable de répondre, d'expliquer une erreur, par rapport à une erreur Terraform. Donc là, du coup, c'est ce que vous pouvez voir ici. Ensuite, vous avez le système d'action. Le système d'action, encore une fois, très simple à configurer. Vous donnez simplement un nom à votre action, une description
qui correspondra à quand est-ce que cette action doit être utilisée. Par exemple, dans le cas de la knowledge base, l'action qui s'appelait search query, on lui dit qu'il a le droit de l'utiliser uniquement s'il a une question qui porte sur un sujet Terraform du repository Tids Infrastructure. Si c'est simplement une question Terraform, il n'a pas besoin d'utiliser notre base de connaissances. Bien entendu, ensuite, vous sélectionnez la lambda function que vous voulez utiliser, parce que bon, c'est pas magique non plus, hein. Une action va exécuter du code une fois qu'elle est appelée. Et vous pouvez lui passer du coup le schéma OpenAPI pour avoir la configuration du coup des arguments que vous pouvez passer dans la requête. Ensuite, vous avez la configuration de la knowledge base, donc vous pouvez en ajouter plusieurs qui sont reliés à un seul et même agent. Donc là, pareil, vous sélectionnez la knowledge base, et une fois que vous avez sélectionné la knowledge base, vous n'avez plus qu'à lui donner une petite description pour savoir quand est-ce qu'il doit l'utiliser. Maintenant, une fois qu'on a fini de configurer notre agent, on va vouloir le tester. Donc pour ça, ils ont un système de versionning sur lequel en fait, vous allez créer une nouvelle version. Cette nouvelle version va créer un nouvel alias ID, et cet alias ID-là sera utilisé dans votre requête au moment où vous allez essayer de communiquer avec le prompt. C'est ce que vous allez voir dans l'exemple juste derrière moi. Juste derrière moi maintenant. Revenir là, voilà. Vous allez le voir juste là, donc ils ont aussi un petit chat pour tester votre agent en live. Vous pouvez sélectionner la version, vous copiez-coller votre question, et ensuite, du coup, vous avez la réponse du bot qui arrive. Bien entendu, vous avez vu qu'il y avait une erreur parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des leaks d'informations confidentielles. Et le dernier point intéressant avec l'UI, c'est la partie debugging. Donc, comment fonctionne un agent Bedrock au moment où il reçoit un prompt? Il va exécuter 3 étapes. La première qui s'appelle le pré-processing. Le pré-processing va être là pour valider la requête du prompt. Comme je vous l'ai dit dans l'exemple tout à l'heure, c'est vérifier que vous avez bien les droits d'accéder à une ressource ou que vous n'essayez pas de détourner les caractéristiques de l'agent contre lui. Ensuite, j'ai refait la même erreur. Ensuite, on a la partie Orchestration et Knowledge Base. Donc là, c'est le moment où il détermine si oui ou non il a besoin de requêter une base de connaissances ou d'exécuter des actions. Et enfin, on a la partie Post-Processing qui, elle, correspond au formatage de votre output. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, à la fin, on lui explique en 2 lignes comment est-ce qu'on attend la réponse qu'il va nous générer pour mieux pouvoir la parser après. Voilà, donc ça c'est un peu tout pour la présentation de l'UI de Bedrock. Je ne suis pas allé super loin, je vous ai uniquement présenté les features qu'on a utilisées pour notre projet. Il y a plein de trucs super intéressants, hein, si vous avez l'occasion de pouvoir l'utiliser. Il y a un système de test qu'on aimerait beaucoup utiliser pour valider si oui ou non vous avez une régression sur vos agents ou sur vos modèles. Maintenant, enfin, j'ai envie de dire, on va avoir la petite démo de Helios, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait côté utilisateur. Donc là, vous avez une pull request sur GitHub. Cette pull request, comme vous voyez, il y a toute une description qui explique pourquoi on a fait ces changements. Vous avez ensuite les changements qu'on a apportés. Je n'ai pas pris trop de risques, hein. Vous avez vu, j'ai juste changé un path sur un module Terraform pour être sûr qu'on ait une erreur. Et enfin, vous allez avoir un message. Donc ça, ce n'est pas encore Helios, c'est notre outil de CI qui va vous afficher l'erreur en question due à votre code. Et dans quelques secondes, vous aurez la solution générée par Helios. Donc là, comme vous le voyez, hein, l'erreur Terraform que vous voyez, elle est assez brute. Il vous dit, bon, j'ai pas réussi à trouver le fichier. Et là, vous avez le message d'Helios. Donc la première partie, c'est l'explication. Donc il va lui dire, ah bah, à mon avis, vous avez utilisé un mauvais path parce que je n'ai jamais trouvé ce module-là dans la codebase de Tids Infrastructure. Et en dessous, vous avez enfin le changement que vous pouvez apporter pour fixer le problème. Je vais vous faire maintenant un petit retour d'expérience du coup sur les tests qu'on a pu faire donc avec Helios et à la fois aussi avec Bedrock. Premièrement,
on a créé 4 catégories de tests. Donc, ils vont de facile à extrême. Donc, en fait, ce sont 3 PR avec des erreurs soit simples, moyennes ou très difficiles. Et pour chacune de ces catégories, on a exécuté 20 tests. Sur ces 20 tests, par exemple, pour la catégorie facile, vous pouvez voir qu'il a réussi à résoudre 17 problèmes. Et ensuite, il y a 3 problèmes qu'il n'a pas réussi à résoudre, mais il a réussi à nous apporter une explication suffisante pour qu'on puisse le résoudre de nous-mêmes. C'est juste la partie code change qui n'était pas bonne. Là où vous allez voir, du coup, plus on rend les problèmes difficiles, plus nos résultats diminuent. Pour la partie moyenne, par exemple, vous voyez qu'on est sur du 10 problèmes résolus, 6 bonnes explications et 4 problèmes fail. Et pour la partie extrême, on a réussi à résoudre aucun problème. Et par contre, on a réussi à trouver 4 bonnes solutions. Et du coup, on a raté l'explication et le code change pour 16 autres problèmes. Pour vous donner une petite idée un petit peu sur les catégories de problèmes qu'on a fait, de facile à moyen, ce sont souvent des issues liées à une mauvaise configuration IAM, donc une mauvaise configuration de rôle ou de configuration de services très utilisés comme des load balancers, des instances EC2, etc. Pour les problèmes difficiles et extrêmes, on a essayé de lui donner des problèmes où la cause était due à l'interconnexion entre les différents services de TIDS. Donc, qui sont des services internes qu'il ne connaissait pas avant. Ah, excusez-moi, je suis passé un peu vite. Je voulais aussi vous faire mon petit retour sur Bedrock. Donc, Bedrock, pour vous donner une idée, c'est un outil qui nous a vraiment aidé à accélérer, innover très vite et mettre ce projet en private alpha rapidement. On a passé à peu près 9 jours sur le projet. On était 2. On a passé 6 jours sur la partie lecture de documentation, s'informer sur ce qu'était la Generative AI. D'ailleurs, on a eu Adrien qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Et enfin, on a passé seulement 3 jours pour l'implémentation du code et la mise en private alpha, du coup. Donc c'est quand même on va dire un bon ratio. Enfin, il y a une dernière feature dont je ne vous ai pas parlé parce qu'on ne l'a pas utilisée, mais j'ai vu qu'elle était énormément utilisée sur les différents forums qu'on a lus autour de Bedrock. C'est le fait de pouvoir fine-tuner vos propres modèles ou de créer vos propres modèles et du coup de les tester avec leur service SageMaker. Voilà. Je voulais juste vous en parler là pour ceux qui seraient intéressés vraiment qui auraient des use cases autour de ce service. Enfin, comme je vous l'ai dit, ce projet, c'est encore un POC. On est encore en phase d'exploration dessus, donc on a déjà identifié 3 gros piliers. Le premier, ça serait d'avoir des feedbacks, une nouvelle base de connaissances, où on pourrait récupérer les informations les problèmes qu'Helios a déjà réussi à résoudre. Et ensuite, la deuxième partie, ça serait un petit peu la partie chat et documentation. Parce qu'il ne faut pas oublier que Helios, c'est un outil qui est là pour être un copilot au développeur et pas pour remplacer le développeur, bien entendu. Et donc là, on aimerait lui donner un petit peu plus de contexte avec potentiellement une nouvelle base de connaissances qui contiendrait la documentation interne des services. Parce que comme je vous l'ai expliqué avant, la base de connaissances qu'on a contient uniquement le code source de TIDS Infrastructure. Là, on aimerait aller plus loin en lui fournissant vraiment du contexte sur pourquoi on a créé ce service-là, quelles sont ses contraintes, etc. Et une phase de chat. Je pense que vous avez déjà tous utilisé ChatGPT. Vous obtenez rarement la bonne réponse du premier coup. C'est exactement la même chose. Il lui faut souvent 1 ou 2 itérations, donc ça serait directement intégré dans les PR, donc sur la démo que vous avez vue avant, un petit système où vous pouvez discuter avec lui, et dès que vous discutez avec lui, il va mettre à jour son résultat. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, c'est le moment du coup. Merci. Je voulais principalement savoir combien ça coûte à faire tourner. Alors, je peux te donner les résultats exacts. Le pricing pour 1000 tokens pour les modèles anthropiques sont à peu près de 0,000117 centimes. Ce qui nous fait à peu près, sachant que pour tous les tests qu'on a générés, alors je n'ai pas le nombre de tokens exacts qu'on a utilisé, mais du coup pour 60 tests,
on en a eu pour 25 €, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ces 25 €, on en a eu, parce que du coup, il y a aussi un pricing au niveau de la base de connaissances. En fait, il va vous faire payer les transformations des données qui sont dans le bucket S3 quand il va les transformer du coup en items dans une base de données vectorielle. Voilà. Par contre, sur cette partie-là, je n'ai pas le pricing exact. Tout d'abord, merci pour le talk, c'était super intéressant. Moi, c'est une question toute bête, c'est est-ce que vous avez eu des utilisateurs qui ont testé ce système-là? Et c'était quoi plus leur ressenti? Parce que ouais, c'est plus ça qui m'intéresse. Alors malheureusement, on n'a pas encore d'utilisateurs à l'heure actuelle qui ont utilisé le produit, parce que du coup, on est en train de le mettre en production là, cette semaine pour les membres de l'équipe infrastructure. On a à peu près 2 à l'avoir utilisé pour le moment. Et les retours, honnêtement, que je peux te faire, c'est que sur des problèmes uniquement liés à la technologie, donc quand tu n'as pas besoin de passer par la base de connaissances, ça marche super bien. Honnêtement, ça marche super bien. À part si c'est des problèmes extrêmes parce que tu as changé, tu as fait 10 000 code change, la plupart du temps, ça fonctionne super bien. Dans le cas où tu as besoin d'avoir beaucoup plus de contexte sur les services qui intercommuniquent entre eux, là, ils commencent à avoir du mal. Et c'est pour ça justement que dans nos explorations, j'attends beaucoup de voir les résultats avec une nouvelle base de connaissances liée à la documentation interne pour qu'il ait vraiment le contenu et le contexte et les contraintes de pourquoi est-ce qu'on a développé ce service-là et pourquoi on l'a mis en production. Ouais, je me demandais si vous aviez prévu en fait, d'étendre l'utilisation de l'outil, c'est-à-dire dans d'autres domaines, je sais pas, plus cybersec par exemple. Ouais, pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt pour pouvoir y répondre. Dans le sens, comme j'ai dit, c'est encore un projet d'exploration. On va attendre d'avoir de vrais insights quand on l'aura mis en place pour tout le repo de infrastructure pour tous nos développeurs. Et si les résultats sont en tout cas cohérents avec ce qu'on attend, je pense que oui, on ira de plus en plus vers... en tout cas, on essaiera en tout cas de plus en plus de proposer des sujets ou des explorations autour de cette thématique. En tout cas, c'est mon objectif personnel là-dessus. Salut et bravo pour la presse, super. Merci. Petite question du coup sur la fin de ce que tu proposais. Tu disais que ça avait à peu près sur les 20 problèmes extrêmes. Il y en avait 17 où ça avait fail et il y en avait 3 à peu près où ça avait su donner une explication. Ça, on est d'accord que c'est sans les documents explicatifs des autres services. Exactement. Tous les 3 parties que tu as vues dans la phase d'exploration, donc qui sont le chat, la documentation et les feedbacks, ce sont 3 features qui n'ont pas du tout été implémentées et justement qu'on aimerait implémenter pour voir si oui ou non les résultats changent. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée alors.